Colloque, ARIP, Cerisy, Bébé Sapiens. Colloque Bébé Sapiens, Centre culturel international de Cerisy. L'épigénétique, dans la compréhension moderne, est devenue l'étude des changements d'expression des gènes qui n'impliquent pas de changement de l'information génétique, qui sont stables, ça on verra, et qui peuvent être aussi réversibles. Alors comment est-ce qu'on peut changer l'expression des gènes sans changer l'information génétique? Eh bien, vous allez voir que tout ça est basé sur quelque chose en fait qui est très simple, qui est de pur bon sens et qui est complètement mécanique, qui est le fait que dans les cellules, l'ADN, donc qui porte l'information génétique, est dans le noyau. Or, ce noyau de la cellule, il fait 10 microns de diamètre. Et dans ces 10 microns de diamètre, chez l'homme, il faut faire rentrer 2 mètres d'ADN. Ce qu'il est très important de comprendre, c'est que lorsque l'ADN est ainsi compacté, c'est-à-dire ces chaînes de nucléosomes sont enroulées les unes sur les autres, eh bien en fait, il est inaccessible. Plus la chromatine est compactée, moins l'ADN est accessible. Alors la grande question évidemment, c'est est-ce que, enfin en tout cas pour vous je suppose, est-ce que l'épigénome peut être modifié par des signaux extérieurs? Alors là la réponse est je crois absolument oui, tout le monde est d'accord. Est-ce que ces modifications de l'épigénome peuvent être transmises aux générations suivantes? Et là, ça dépend des systèmes, mais c'est quand même beaucoup plus controversé. Mon but est peut-être de décliner quelques vignettes, comme on dit dans certains milieux, quand on présente des cas, c'est-à-dire des situations où la parenté, la filiation ont été modifiées ces dernières années par l'essor des techniques médicales qui sont venues donc remplacer peut-être d'autres modifications qui ont toujours existé dans le monde de l'homme, mais qui là sont codifiées par des gestes médicaux. Je pense bien sûr dans le cadre de la fécondation in vitro, je pense aux techniques du don d'ovocytes, aux mères porteuses, peut-être à la troisième mère, deux mères biologiques possibles, au diagnostic préimplantatoire, à la gestation artificielle, à la fabrication de gamètes et à la thérapie génique. Je pense qu'on est vraiment rentré, en tout cas dans nos civilisations, dans une parentalité multiple qu'il faut prendre en compte. Techniquement, c'est faisable. Et on rentre dans cette question, est-ce que tout ce qui est possible de faire doit être fait? Ou en un mot, on réagit souvent par le comment faire, et c'est vrai que nous avons, les médecins, les biologistes, nous avons progressé dans cette façon de comment faire, et peut-être nous ne nous sommes pas suffisamment posé la question, pourquoi faire? Donc, est-ce qu'on accepte tout sous prétexte que des enfants peuvent être conçus d'une façon qui n'est pas, je dirais, reconnue ou qui ne serait pas appréciée par tel ou tel pays? Donc il y a une bataille éthique, si vous voulez, pour de toute façon mettre l'accent sur qui est le plus vulnérable dans toute cette organisation. Comment faire pour défendre la vulnérabilité? Ça, c'est une discussion qui va se faire pays par pays, qui accepte, qui n'accepte pas d'utiliser, je dirais, des femmes dans ce cadre-là. Puis un deuxième niveau, puisqu'on est ici dans Bébé Sapiens, que faire des enfants qui sont conçus dans des situations, celle-ci n'est pas la seule, mais d'autres situations, quels vont être nos comportements de ces enfants qui n'y sont pour rien, bien entendu.